Merci à tous d'être là ce matin et de montrer votre intérêt sur la gestion des voies aériennes chez les patients qui nous viennent tous les jours au bloc opératoire. Et une des stratégies, c'est l'utilisation des dispositifs supraglottiques, ce qu'on appelle aussi les masques laryngés. Alors les conflits d'intérêts sont modestes dans la mesure où ce sont des entreprises qui m'aident à faire des ateliers. Et pour commencer, je voudrais rendre hommage à cet homme qui est absolument génial. Il n'aurait pas été là, nous ne serions pas là. C'est Archie Brain, qui est l'inventeur du masque laryngé. Et ça, c'était en 1981. Donc c'est vraiment un homme génial. Et son premier prototype était tel que c'est représenté sur la diapositive. Donc vous reconnaissez un connecteur standardisé, vous reconnaissez un tube, et puis une espèce de coussinet gonflable qui venait se mettre autour de la structure du larynx chez le patient. Cette structure était gonflée avec une petite valve avec un petit ballon test. Et si vous regardez bien, ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qu'on utilise aujourd'hui, ressemble assez fortement à ce qui a été utilisé par Archie Brain. Archie Brain nous avait proposé dans le BJA, il y a 40 ans, son premier papier. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de comité d'éthique, c'était une étude observationnelle. Et il avait étudié ce qui se passait sur 23 patients qu'il avait sélectionnés, un petit peu comme ça. Il y avait 16 femmes qui bénéficiaient d'une laparoscopie et ou une ligature des trompes. Il y avait un patient qui était inclus dans son étude pour des problèmes d'extraction dentaire. Les patients étaient sous anesthésie générale, curarisés, en ventilation positive, avec une pression de crête qui était aux alentours de 10 cm d'eau. Globalement, des choses tout à fait relativement habituelles. Et en post-opératoire, il s'est intéressé au confort des patients. Est-ce que vous avez mal à la gorge? Et finalement, en fait, il n'y a que 3 patients qui ont signalé des maux de gorge qui n'étaient pas très, très importants. Ce que vous rencontrez tous les jours lorsque vous utilisez un masque laryngé, en fait, c'est le problème des fuites. C'est ça qui nous embête le plus, ou ce qui nous embête souvent. Et chez 6 patients, ils avaient eu des fuites qui étaient plus ou moins importantes. Ils avaient réglé soit en repositionnant le dispositif, soit en modifiant le gonflage du coussinet, soit en modifiant éventuellement la taille du dispositif. Et puis, parfois, ça se règle tout seul. Et il nous dit, Archie Brain, que pour installer le dispositif chez le patient, il faut que le plan d'anesthésie soit suffisamment profond, à défaut de la curarisation. Donc il faut vraiment qu'on puisse insérer ce dispositif assez facilement. Et puis à la fin du papier, il nous propose différentes possibilités, donc il était vraiment visionnaire. À l'époque, on faisait l'anesthésie avec le masque facial et l'araignée, donc les patients étaient en ventilation spontanée ou en ventilation positive, mais avec un masque facial qui était maintenu par l'araignée. Donc un des maîtres mots, c'était voilà, vous libérez les mains et puis vous n'avez plus besoin de votre masque facial. C'était une alternative à l'intubation trachéale. L'intubation trachéale, c'était quand même quelque chose d'invasif. Il fallait mettre un dispositif dans la trachée du patient. Et puis, on pouvait utiliser, ou il proposait d'utiliser le masque laryngé pour la chirurgie ophtalmo, pour la chirurgie de la face, et puis en cas d'intubation difficile. Donc, rien que ce premier petit papier, ce papier quand même, pose un certain nombre de jalons et puis nous interroge quand même sur la pratique de tous les jours en anesthésie lorsqu'on va utiliser un masque laryngé. Et je vous ai mis une photo qui est une photo de l'article. Je n'ai pas inventé. C'est proposer l'utilisation du masque laryngé pour les patients ORL avec une tumeur sur la mandibule. Et petit clin d'œil, donc aujourd'hui c'est le 40e congrès et ce papier est paru il y a 40 ans, donc on est vraiment tout à fait, il y a un petit clin d'œil à faire. Alors, quand vous êtes confronté à l'utilisation du masque laryngé, la première question c'est qu'est-ce que je vais prendre?
Donc, pour comprendre l'utilisation des dispositifs supraglottiques, il y a une certaine classification. Donc, la première série de dispositifs qui est à notre disposition, c'est ce qu'on appelle les masques laryngés de première génération. Donc, vous reconnaissez le système de Archibrain, un connecteur, un tube, et puis un petit coussinet. Donc, il y a plusieurs catégories. Et vous avez à droite le système qui permet aussi de réaliser l'intubation trachéale, donc intubation difficile d'Archibrain. Et puis, quelques années après, on s'est dit que finalement, l'utilisation du masque laryngé, c'était intéressant. Ça permettait de ventiler les patients, mais on a toujours cette arrière-pensée de qu'est-ce qui se passe avec le liquide qui est dans l'estomac. Et donc, les dispositifs présentent à leur extrémité distale, dans la bouche de l'œsophage, un tube. Et donc, c'est la deuxième génération des masques laryngés. Donc, c'est ceux qui ont un canal latéral qui permet de drainer le liquide gastrique qui remonte dans l'œsophage avant qu'il n'aille inhaler les voies aériennes. Donc, il y a plusieurs types, le Procil, le Suprême, l'Aigel, le Ragain. Donc, ça, c'est pas très nouveau. Mais donc, première génération, il n'y a pas de canal latéral. Deuxième génération, il y a un canal latéral. Et puis, on a modifié un petit peu ces deuxièmes générations. On a créé des dispositifs qui ont des conformations particulières du coussinet, de façon à améliorer l'étanchéité, essayer de diminuer la pression de fuite, voire des dispositifs pour lesquels il n'y a plus de coussinet gonflable, mais vous avez non plus un canal latéral, mais vous avez deux canaux latéraux qui permettent d'aspirer en continu les éventuelles régurgitations de liquide gastrique qui arrivent dans la cavité oropharyngée et prévenir ainsi l'inhalation bronchique. Et puis, quitte à passer une sonde gastrique par le canal latéral, autant passer une sonde gastrique ou un dispositif qui a un diamètre conséquent et qui permet de faire de l'endoscopie digestive haute, voire de l'endoscopie digestive haute interventionnelle, et donc c'est faire passer un gastroscope ou quelque chose d'un petit peu plus gros, tout en assurant la ventilation de notre patient. Et puis la dernière catégorie, c'est ce que j'appellerais les dispositifs, les masques laryngés de troisième génération, ou bien les vidéos masques laryngés, je ne sais pas trop comment il faut dire, où vous avez une association du masque laryngé avec un système optique qui permet de vérifier le positionnement de votre coussinet par rapport aux structures laryngées du patient. Alors, soit vous voulez positionner votre dispositif pour pouvoir réaliser une intubation à travers le masque laryngé, donc c'était la vocation du CITRAC, soit vous utilisez ceux qui sont un petit peu plus récents, leurs petits cousins, qui permettent vraiment de positionner correctement le coussinet du masque laryngé pour pouvoir assurer la ventilation optimale et assurer la protection des voies aériennes de votre patient. Donc, ça, c'est juste pour présenter un petit peu le système. Et dans la salle, je voudrais savoir qui d'entre vous a déjà utilisé les trois dispositifs que je vous présente, donc le protecteur, le masque à masque ou bien le LMA gastro. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé ces choses-là? Levez la main. Une. Ouais, vous n'êtes pas très nombreux. Hein. Très bien, merci. Donc, il y a vraiment un problème dans l'utilisation, dans le choix, dans notre réflexion générale sur quel dispositif utiliser, pas forcément utiliser celui qu'on nous donne, et avoir une démarche constructrice. Alors, le positionnement du masque laryngé, eh bien, c'est une vraie question de tous les jours. Vous avez sur la droite de l'écran un larynx, le larynx d'un patient, qui est ventilé en pression positive à travers un dispositif supraglottique. Et vous voyez en haut de l'écran donc la partie postérieure de l'épiglotte, et vous reconnaissez les structures du larynx, les structures classiques, donc les cordes vocales et les aryténoïdes. Donc le dispositif il est positionné correctement, et la question qu'on va se poser, c'est une fois qu'on a installé le dispositif, c'est est-ce que celui-ci est
en bonne position? Est-ce que je vais pouvoir faire ma procédure chirurgicale jusqu'au bout? Alors j'ai mis quelques petits critères pour réfléchir. Est-ce que l'ampliation thoracique est correcte? Est-ce que les poumons se soulèvent? Est-ce que j'ai un capno qui a une forme adaptée? Donc, vous vous rappelez Tim Cook qui dit « No trace is wrong place ». Là, c'est est-ce que le capnogramme est de bonne qualité? Est-ce que le niveau de fuite est acceptable? Et est-ce que j'ai une absence d'insufflation gastrique? Lorsqu'on va ventiler un patient avec un masque laryngé, un dispositif supraglottique, en fait, il va falloir savoir gérer les fuites. Il y a toujours de la fuite. Vous mettez une sonde d'intubation, il n'y a quasiment pas de fuite puisque c'est le ballonnet qui va assurer l'étanchéité. Là, vous êtes autour du larynx. C'est comme avec un masque facial, c'est comme quand vous faites de la VNI. Il faut savoir gérer les fuites. Quel est le niveau de fuite qui est acceptable? Et ça, les respirateurs d'anesthésie aujourd'hui ont un petit peu de mal avec ce problème. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment faire pour mesurer la pression de fuite chez les patients. Donc, on s'intéresse uniquement aux patients adultes, je mets la pédiatrie de côté. Et donc, la mesure de la pression de fuite, c'est l'oropharyngeal leak pressure des anglo-saxons. Eh bien, vous partez d'une situation où le patient est ventilé et votre respirateur il est en mode automatique, donc en pression positive, et puis la valve APL est égale à 0. Donc ça, c'est la situation de départ. Et vous allez passer en mode manuel. Donc vous allez tourner votre interrupteur, mettre la valve APL sur 30 cm d'eau et ouvrir le débit de gaz frais à 6 litres par minute. Ceci va avoir pour conséquence de faire monter progressivement la pression dans le circuit du respirateur et dans votre patient. Et à un moment donné, la pression va être telle que le gaz que vous insufflez à votre patient va fuir autour du coussinet du masque laryngé et vous allez avoir une pression de plateau qui va être plate. Et sur cette slide, donc, vous avez la possibilité de lire les éléments qui nous intéressent. Donc on a bien une valve APL qui est à 30 cm d'eau, un débit de gaz frais qui est à 6 litres par minute, la courbe de pression qui est en plateau, vous voyez, elle est toute plate. Donc on est en état qui est complètement stationnaire et il vous suffit de lire sur votre écran ou sur votre manomètre la pression de fuite de votre patient. Et donc là, on a un patient qui est ventilé, qui a un dispositif supraglottique et dont la pression de fuite est de 20 cm d'eau. 20 cm d'eau, pour fixer les idées, c'est un petit peu plus bas que ce que vous utilisez habituellement, ou c'est globalement c'est le même ordre de grandeur, de la pression d'insufflation des gaz chez les patients qui sont en ventilation contrôlée ou en ventilation assistée au bloc opératoire. Une fois que vous avez fait cette mesure de pression de fuite, eh bien vous repassez en mode de ventilation automatique, puisque sinon vous laissez votre patient en apnée. Donc vous remettez la valve APL à 0 et vous remettez le débit de gaz frais à la valeur initiale, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs papiers qui existent, qui sont publiés, donc j'ai pris des papiers relativement récents, qui comparent cette pression de fuite et différents types de dispositifs supraglottiques. Donc là, ils ont comparé sur 2600 patients, 33 essais randomisés cliniques. Ils ont comparé l'IGL versus le Procil. Et on voit qu'il y a une pression de fuite qui est un peu plus élevée avec le Procil. Donc c'est une différence qui est significative. Probablement cliniquement, ce n'est pas très, très significatif, mais on voit que le développement des nouveaux dispositifs permet d'améliorer les choses. Et si on fait une analyse en sous-groupe, eh bien on voit que chez les adultes, la pression de fuite, du coup, elle augmente encore un petit peu plus, 3,5 cm d'eau. Donc tout à l'heure, vous avez vu, c'était 20, donc maintenant on arrive à 23. La curarisation permet aussi de gagner de la pression de fuite. Et c'est ce que Archie-Brain nous avait dit dès le départ, c'est que si le patient est curarisé, eh bien, les structures vont se mettre de façon congruente avec le dispositif supraglottique. Qu'on fasse de la laparoscopie ou pas, c'est NS, et puis il n'y a pas de différence significative non plus si on fait d'autres types de chirurgie que la laparoscopie.
Donc toujours, donc ça c'est une autre étude que nous avions réalisée donc, il y a quelques années sur 2300 patients, 31 RCT, et on avait cherché à comparer l'AIGEL avec les autres dispositifs supraglottiques. C'était quelque chose qui était, à l'époque, l'AIGEL était assez nouveau, et on montrait que la pression de fuite était plus élevée avec les dispositifs supraglottiques de première génération. Donc l'AIGEL faisait mieux que ces dispositifs, donc c'était presque 4 cm d'eau, alors que les deuxièmes générations, l'AIGEL faisait un petit peu moins bien. Et surtout, il avait un meilleur positionnement par rapport aux structures du larynx. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup de masques laryngés, de dispositifs supraglottiques, et on va essayer de les classer. Donc il y a une méta-analyse en réseau qui s'est attachée à cette question. Donc ils ont inclus 10 000 patients, 100 RCT, et ils ont inclus 17 types de masques laryngés. Et vous voyez que donc en bas, vous avez les meilleurs dispositifs, donc le protecteur, l'Oragain, et puis le Procil. Et donc, la barre verticale vous montre le niveau de pression de fuite du masque laryngé classique. Et dès qu'on va utiliser des dispositifs plus performants, on va pouvoir augmenter de façon significative la pression de fuite. Donc les meilleurs, ils vont faire presque 10 cm d'eau de mieux que le système classique. Toujours si on s'intéresse à des comparaisons entre des différents masques laryngés, on voit que l'incidence du succès à l'insertion à la première tentative est bien plus importante avec l'AIGEL qu'avec le Procil, que c'est plus facile avec l'AIGEL que le Procil, parce qu'il n'y a pas de dispositif à gonfler, ça va plus vite aussi avec l'AIGEL, toujours pareil parce qu'il n'y a pas de dispositif à gonfler, et que parfois ces dispositifs peuvent être un petit peu traumatiques, et on va retrouver un petit peu de sang sur les dispositifs, en particulier avec l'AIGEL. On a moins de maux de gorge avec l'AIGEL qu'avec le Procil. Il y a moins de toux, moins de laryngospasme. Si on regarde les modifications de la voie post-opératoire, donc les postes, donc à 1 heure, il n'y a pas de différence. À une journée, il y en a un petit peu moins dans le groupe des masques laryngés versus la sonde endotrachéale. Et puis à 48 heures, ce n'est pas significatif. Et les maux de gorge très importants sont plus faibles avec les dispositifs supraglottiques, quel que soit le temps où on va mesurer. Donc on va avoir un intérêt potentiel pour ce genre de dispositif. L'insertion d'une sonde d'intubation va pouvoir provoquer parfois une modification temporaire du timbre de la voix, va provoquer une sensation angineuse. Et c'est pour ça que quand vous avez des professionnels de la voix que vous devez endormir, vous allez leur proposer une anesthésie avec un masque laryngé. Eh bien, on voit que l'incidence de la toux au réveil et la dysphagie sévère est différente chez les gens. Donc là, c'était sur de la chirurgie orale et dentaire. Il y avait moins d'hypoxie dans le groupe des dispositifs supraglottiques, et puis le reste est non significatif. Est-ce que les masques laryngés sont tous équivalents en termes d'échec d'insertion à la première tentative? Il n'y a pas de différence, donc on prend celui qu'on veut et on réussit de la même façon. Est-ce qu'ils font des différences de douleur, de maux de gorge différentes entre les différents types? Il n'y a pas de différence non plus. Est-ce qu'il faut utiliser des curares? Est-ce qu'il faut utiliser des agents neuromusculaires bloqueurs? Eh bien, on voit que si on utilise, qu'il y a une réduction de l'incidence des échecs d'insertion à la première tentative lorsqu'on utilise des agents bloqueurs de la jonction neuromusculaire, que ça permet d'augmenter la pression de fuite et que ça n'a pas d'incidence sur les maux de gorge post-opératoires. Toujours récemment, on compare 1200 patients, 10 RCT, et on cherche à regarder l'incidence des succès lors de la première tentative, qui est plus élevée lorsqu'on va utiliser une technique d'insertion du masque laryngé en le faisant pivoter
de 90 degrés. C'est-à-dire que vous l'insérez de façon perpendiculaire à l'axe du larynx et vous lui donnez une rotation, ce qui permet de s'affranchir de la modification de la position de l'épiglotte ou bien de la bonne position du dispositif supraglottique vis-à-vis des structures du larynx. Donc il y a un succès global qui est plus élevé lorsqu'on fait cette technique de rotation. Il y a moins de douleurs ou de maux de gorge. Et puis l'insertion traumatique elle est plus basse dans le groupe rotation, c'est-à-dire qu'en fait on ne va pas toucher les structures du larynx. Si on s'intéresse à la raucité de la voix, donc aux modifications de la voix, elle est plus faible dans le groupe masque laryngé. Et puis il y a moins de vomissements et de nausées post-opératoires avec le groupe masque laryngé. Maintenant, est-ce que vraiment il faut mettre un masque laryngé chez tout le monde? Une des réponses, c'est probablement de dire non, mais pour se rassurer, aujourd'hui, c'est relativement facile de faire une écho gastrique chez tous les patients, chez les patients à qui on propose de mettre un masque laryngé et de l'insérer si l'écho gastrique montre qu'il n'y a pas de contenu gastrique. Donc on va mesurer la surface de l'antre gastrique. Donc et on aboutit à une aide cognitive qui a été réalisée par Dr Grousson, notre collègue, et qui permet de savoir si, en fonction des mesures qu'on réalise, on a une vidange correcte de l'estomac des patients. Ah. Bon, c'est pas grave. Si ça peut revenir en avant, en arrière, pardon. Encore. 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 Voilà. Là, vous avancez. Très bien. Et donc, les auteurs qui ont fait des publications et qui nous disent, oui, on peut faire des cholecystectomies programmées chez des patients avec un masque laryngé, c'est très bien. Et au cours de ces dernières années, donc 2019 à 2022, je me suis amusé à regarder quels étaient, dans les critères d'inclusion, quels étaient les BMI de ces patients, ou bien quels étaient les critères d'exclusion. Et vous voyez sur ce graphique que finalement, les BMI qui sont tolérés chez les patients qui vont avoir une cholecystectomie programmée avec un masque laryngé, globalement, ils n'ont pas un BMI trop élevé. Donc il faut raison garder lors de l'indication du masque laryngé chez ces patients. Quid de la ventilation ou des modes de ventilation chez ces patients? Est-ce qu'il faut faire de la ventilation spontanée? Est-ce qu'il faut faire du volume contrôlé? Est-ce qu'il faut faire de la pression contrôlée? Donc là, il y a un groupe qui a cherché à étudier les modalités de ventilation chez les patients qui étaient âgés et qui bénéficiaient d'une cholecystectomie programmée. Ils avaient comparé une ventilation en volume contrôlé versus une ventilation en pression contrôlée asservie sur le volume. Et ils ont montré que, globalement, si on faisait de la pression contrôlée asservie sur le volume, on avait des pressions de crête ou des pressions de plateau qui étaient plus basses que si on faisait de la pression en volume contrôlé. Vous vous rappelez, la pression en volume contrôlé, il y a toujours le problème de la pression de pic. Quel choix comment est-ce qu'on choisit la taille du dispositif? Soit vous faites ce qui est proposé par les industriels et vous fixez juste sur le poids du patient, soit vous cherchez à avancer un petit peu plus, et donc ce qui a été fait dans cette étude en cross-validation, donc sur presque 59 000 patients, une étude rétrospective, vous avez fait un groupe d'apprentissage de 50 000 patients et un groupe de validation de 8 000 patients, et il montrait que le choix de la taille du dispositif supraglottique chez l'adulte et les adolescents était plutôt basé, si on prenait en compte l'âge, le sexe et le poids, alors qu'en pédiatrie, on pouvait utiliser le poids simple. Alors pourquoi est-ce que l'âge, le sexe et le poids étaient intéressants? En fait, ce n'est pas un scoop si je vous dis qu'à poids équivalent, un homme ou une femme vont avoir un timbre de la voix qui va être différent, parce qu'en fait, la cavité oropharyngée n'a pas la même taille, la même conformation.
que la hauteur du larynx n'est pas tout à fait la même, et puis que si vous vieillissez, la masse des tissus cervicaux change. Donc tout ça, ça peut rentrer en ligne de compte. Le masque laryngé, comme l'avait dit Archie-Brain, ça peut être aussi utilisé dans la gestion des voies aériennes difficiles. Donc c'est dans l'algorithme de la prise en charge pour maintenir l'oxygénation lorsqu'on est face à une intubation difficile imprévue. Donc ça, c'est l'algorithme de la gestion des voies aériennes que nous avons adopté chez nous à Bicêtre. Et avant de se quitter, j'ai quelques petites informations à vous donner. Donc, si vous cherchez à utiliser des dispositifs de seconde génération, et donc ceux du deuxième groupe, ceux pour lesquels il n'y avait pas grand monde qui les utilise, il y a peut-être un intérêt, il y a de la littérature qui existe, il y a du grain à moudre, mais en pratique, ils ne sont pas très, très bien implantés dans nos établissements. Les dispositifs de troisième génération sont probablement trop récents pour l'instant pour rentrer en utilisation courante. La mesure de la pression de fuite, c'est pas si compliqué que ça à faire, mais globalement, il n'y a pas grand monde qui la mesure, et ça permet de nous renseigner et nous rassurer sur la qualité de l'insertion du dispositif lorsqu'on est en train de faire de la chirurgie. Et puis ça peut aussi nous permettre de nous conforter dans le choix du dispositif si on fait de la laparoscopie, par exemple. Et la laparoscopie, donc cette laparoscopie élective, elle est possible avec un dispositif supraglottique sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les sujets soient trop obèses, qu'il faut que les pressions de fuite ne soient pas trop importantes. Et puis, les dispositifs supraglottiques ont leur place, c'est quelque chose qui est classique, dans l'intubation difficile imprévue en ce qui concerne l'oxygénation ou la ventilation. Et comme ils ont leur place dans l'intubation difficile imprévue, ils ont aussi leur place dans l'extubation possible de ces patients. Je vous remercie.